Ah oui, j'aime bien ces bouteilles. C'est joli. Tu as chaud? Ah oui. Ah oui, je pense, oui. C'est juste français-anglais. Hein. Ouais, ouais. Elle va parler en anglais, je pense. Oui. Ouais, ouais. C'est bien. Il y a des lycéens, mais il y a aussi quelques étudiants de Sciences Po, je crois, Rennes, Vous qui passerez le font un micro. master sur les droits des générations futures. Ça va prendre 5 minutes à chaque fois. C'est ça juste qui n'est pas Pour les facile. lycéens, Je vais essayer de on faire doit une fois vulgariser beaucoup, parce que si on parle trop technique, le territoire et après le changement climatique. Et après, voir le temps, sinon je laisse la parole aux jeunes. S'ils n'ont pas de questions, je rajoute sur la jeunesse ou les messages qu'on peut donner. N'hésitez pas à adapter les réponses. Ça. Très bien. Bah, bonjour à tous. Bonjour Madame Oswig qui nous écoute qui va intervenir depuis Genève, depuis les Nations Unies. Je ne sais pas si vous nous voyez. Donc c'est notre intervenant, notre invité qui est en ligne. Donc bonjour à tous. Je vous remercie donc, pour participer à cette session sur les résistances des peuples autochtones. Good morning. Good morning. Nice to see you here. Et thank you. Bon. Et, donc Bonjour, je vais faire ravi de vous voir. une première présentation sur l'objet de cette séance, où vous présentez qui sont les peuples autochtones, quels sont les enjeux, quelles sont les résistances des peuples autochtones, et je donnerai rapidement la parole à nos 4 invités que je vais ensuite vous présenter. Il faut savoir donc qu'on parle aujourd'hui de plus de 476 millions de personnes autochtones qui vivent dans 90 pays du monde, 6% de la population, plus de 5000 peuples et 4000 langues, et c'est important désormais parce qu'on parle de la décennie des langues des peuples autochtones qu'il faut préserver. Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de la résistance des peuples. La résistance des peuples autochtones est très ancienne, donc c'est une expérience aussi pour les peuples d'aujourd'hui. Elle remonte déjà aux temps précoloniaux, donc avant leur colonisation. Elle explique aussi cette résistance, le fait qu'ils ont été résistants, explique qu'ils sont là aujourd'hui pour vous parler ou pour être représentés. Leur résistance est multiple. Elle agit de multiples façons, sur plusieurs dimensions, culturelles, politiques, spirituelles, juridiques, pacifiques, armées, seuls ou encore en alliance avec d'autres peuples, et seuls, certains choisissent encore d'être isolés pour résister. Jusqu'au XIXe siècle, les peuples autochtones étaient reconnus comme des nations souveraines, au même titre que les États. On parlait de nations à l'époque. Plus tard, le droit international que vous connaissez aujourd'hui, dont on parle au sein de ce forum, donc ce droit interétatique s'est fondé, a été créé en excluant les nations autochtones. On les a exclus du cercle des nations souveraines et donc du droit international. C'est une grande trahison historique. Dans ce contexte, on dit que les peuples autochtones ont été internalisés, donc soumis à un processus de transformation de leur statut de nation souveraine à population dépendante d'un État, soumis à son droit national. Donc les États ont mené ensuite des politiques d'assimilation à leur égard, assimilation de leur culture pour qu'ils se fondent dans la culture nationale, mais aussi usurpation de leur territoire. Les conséquences étaient qu'on souhaitait en fait qu'ils disparaissent en tant que peuple autochtone, entité distincte, et on parle aussi dès lors de génocide et de génocide culturel à l'égard des peuples autochtones. Et donc ils ont résisté à ces génocides. En raison de leur grande mobilisation, ils sont parvenus à obtenir aujourd'hui la reconnaissance de leur droit à l'autodétermination dans le cadre d'une grande déclaration, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007. Elle reconnaît aujourd'hui que les peuples autochtones
peuvent exercer leurs droits dans les domaines politiques, juridiques, économiques et culturels selon leur propre prise de décision. C'est une grande étape, mais c'est une étape encore insuffisante car les peuples autochtones continuent de réclamer d'être traités d'égal à égal avec les États pour prendre part à toutes les décisions qui les concernent et qui concernent l'humanité et la planète. Et ce point est aujourd'hui fondamental. Comme vous le savez, les scientifiques reconnaissent aujourd'hui que les endroits les plus préservés de la planète, là il y a encore le plus de biodiversité préservée, sont les territoires autochtones. Cela signifie que 5% de la population mondiale a été capable de préserver plus de 80% de la biodiversité. Et ce, malgré le fait qu'on leur a usurpé leur territoire. Ils essayent toujours de les défendre, même s'ils n'ont pas ces titres territoriaux. Et donc cela témoigne, cette préservation de la biodiversité témoigne que les peuples autochtones ont un savoir exceptionnel et des pratiques qui reposent sur leur langue, leur culture, mais aussi leur propre système de droit. C'est en activant leur culture, les systèmes de droit et leur savoir qu'ils sont parvenus à protéger ces espaces. Ça dépend aussi donc de leur accès aux territoires et de leurs moyens en fait, de gouverner les territoires pour les protéger. Donc ça signifie que leur participation à la prise de décision à toutes les échelles est cruciale aujourd'hui pour préserver la planète, l'humanité et les générations futures. Donc on a besoin des peuples autochtones, mais c'est aussi un devoir parce que c'est leur droit en vertu de leur droit à l'autodétermination. Donc ce n'est pas qu'une opportunité qu'on a de solliciter les peuples autochtones, c'est aussi un devoir. Et en plus, ce serait une grande aide pour nous. Il faut pratiquer la réciprocité. Donc sans plus attendre, les témoignages que nous allons entendre aujourd'hui illustrent tous les points que je viens d'évoquer, toute cette histoire, avec leurs particularités liées au territoire où ils résident, ces peuples, et à leur culture. Vous avez, très honnêtement, il y a 20 ans, on n'avait pas cette chance de dialoguer avec des représentants des peuples autochtones en France. C'est une chance exceptionnelle que vous avez aujourd'hui, ou à distance avec une représentante du Groenland et du monde Inuit. Donc, vous avez donc comme invitée exceptionnelle Madame Sarah Olsvik, Inuk du Groenland, présidente du Conseil circumpolaire Inuit, qui représente les Inuits donc, de cet espace arctique. Monsieur Brijlal Chaudhary, du peuple autochtone Tharo du Népal, qui est à ma gauche, et qui est président d'une organisation autochtone dont il va nous parler. Ensuite, à côté de lui, vous avez Peter Gert Bruch, journaliste et président... Gert Peter Bruch, journaliste et président de Planète Amazon, on précisera ses fonctions tout à l'heure, qui travaille à la défense des droits des peuples autochtones du Brésil. Et enfin, Natalia Saprunova, originaire de la région arctique de Russie, qui a notamment réalisé de nombreux travaux photographiques auprès du peuple Sami de Russie, mais qui a aussi d'autres projets avec d'autres peuples autochtones de l'Arctique. Donc je remercie très chaleureusement nos invités et vous aussi dans l'assistance. Et je vais m'adresser désormais à Madame Olsvik, qui nous fait le grand honneur de participer avec nous depuis les Nations Unies à Genève. Madame Olsvik est la présidente internationale du Conseil circumpolaire Inuit. Elle a été membre du Parlement du Danemark de 2011 à 2015 et du Parlement du Groenland de 2013 à 2018. Elle a été chef d'un parti politique groenlandais Inuit. Elle a aussi été vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales, de la famille, de l'égalité des genres et de la justice du gouvernement du Groenland de 2016 à 2018. Et elle a également été présidente du comité permanent des parlementaires de la région arctique. Donc bonjour Madame Olsvik, pourriez-vous donc en premier lieu exprimer quelques mots sur votre peuple, sur le Conseil circumpolaire Inuit et ce qui a guidé votre engagement, vous menant aujourd'hui à représenter le Conseil Inuit aux instances de l'ONU, comme aujourd'hui où vous vous trouvez, et ailleurs. Merci beaucoup. Chaque réponse doit faire à peu près 5 minutes pour nous donner le temps donc, de bien développer toutes nos questions. Merci beaucoup. Oyana, thank you so much for the invitation, and I'm very happy to be able to join, although not in person. As it was said in the introduction, I'm currently in Geneva at the UN Human Rights Council session, where the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples have been presenting his country report from his country visit, official visits to Greenland and Denmark, and has delivered his long list of recommendations related to the human rights of Inuit in Greenland and living in Denmark. And we, as our Indigenous Peoples Organization,
have been advocating for many years to raise exactly those issues that the Special Rapporteur included in his report. So we were very, very happy to be in the room at the Human Rights Council in the UN yesterday during his presentation, and also that we were able to intervene with an oral statement highlighting some of the issues for the UN Human Rights Council. So the Inuit Circumpolar Council represents Inuit. We are an indigenous people living across 4 very, very different nation states. We are about 180,000 persons, so we are not many, as you know also from the introduction. Indigenous peoples are often not very many in numbers, but nevertheless we occupy a very, very big part of the Arctic, spanning from Chukotka, Russia, Alaska, Canada, and Greenland. And we have lived in Inuit Nunat, as we call it, throughout millennia. And we always make sure to inform everyone that our history did not start with colonization. We were there before the state borders were created by what we today know as the Westphalian states. So it's a long struggle for us, like for other indigenous peoples, to have our rights recognized and our way of living recognized. And we work on the international arena to raise awareness and promote Inuit rights. For example, our livelihoods are still very dependent on the natural resources, be it on traditional ways of hunting, or if it's the commercial fisheries, for example, that our peoples also conduct today. So any management of living resources, for us, there is no state border in that management, because of course the fish and the birds and the whales, they don't stop at national borders. So our voice in international negotiations on climate change, on biodiversity, on environmental issues is for us very, very important to be included. We have seen time and time again that international agreements have been made without the inclusion of indigenous peoples and with consequences for indigenous peoples. And the saying nothing about us without us is maybe a little bit used too much, but it's nevertheless still true. And we are saying that in any decision making that affects us, it is nothing about us without us, and we have to be at the table. So our organization has now existed for 46 years, and we have held ECOSOC accreditation to the UN for 40 years, since 1983, and therefore we do what we can with the limited capacity we have to be there at the negotiations in the UN. We were also a co-founder of the Arctic Council, which is the intergovernmental collaborative body in the Arctic, which has a very unique structure. So it includes the 8 nation states, but it also includes 6 indigenous peoples organizations as permanent participants. And the Arctic Council was established in 1996. And because we as indigenous peoples were ready to engage, we had already gathered our forces through the 70s and been able to stand shoulder to shoulder in solidarity among Arctic peoples. So we were ready to engage with the states in 1996 when the Arctic Council was established. So these are a couple of the examples of where we are participating directly and advocating for our rights to be implemented fully, and for our inherent right of self-determination to be exercised when there is decision-making that affects us, which there is on many, many platforms. So we do a lot of work on the international arena to represent our peoples side by side with the nation states. And it is a constant struggle, but we can discuss that further in the debate. C'est une lutte continue, mais voilà, on est toujours là. Merci beaucoup, Madame Rosvik, pour cette première présentation très riche qui permet de comprendre ces enjeux donc, de gouvernance inuite dans l'Arctique. Nous allons poursuivre tout à l'heure quelques autres questions sur la question du territoire, mais je parle maintenant la parole à Monsieur Chaudhary. Vous êtes de la nation autochtone Tharu, originaire donc du Népal, du contrefort de l'Himalaya. Depuis plus de 15 ans, vous militez pour la défense des droits de l'homme et des peuples autochtones.
Vous représentez les peuples autochtones de la région Asie au sein de la coalition des systèmes alimentaires des peuples autochtones à l'ONU. Vous militez, faites du plaidoyer pour le dialogue des savoirs et avez fondé l'organisation Global Home for Indigenous People, qui promeut et défend les droits des peuples autochtones et leur mode de vie. Il faut savoir que M. Chaudhary réside actuellement en France, il va bientôt s'installer en Normandie, donc n'hésitez pas dans le futur à le solliciter et le contacter pour approfondir ces échanges. Vous êtes aussi récemment intervenu au sommet Le Changement Maintenant 2023 à Paris pour souligner la contribution des peuples autochtones en tant que leaders climatiques, donc on en reparlera tout à l'heure, pas tout de suite, et pour garantir leur droit à l'autodétermination et au territoire. Donc vous voyez, on retrouve toujours les mêmes concepts. Donc je vais vous demander la même chose, de présenter votre peuple et le chemin qui a justifié, qui accompagne votre engagement. Merci beaucoup. यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो नमस्कार. I said hello to everybody in my language. Bonjour à tout le monde. बहुत खुसी लाग्यो. I'm very happy to be here. Et je suis ravie d'être ici. Je suis ravie d'avoir reçu cette invitation. So yeah, my name is Brijlal Chaudhary. Oui, I'm a Tharu Nation from the foothills of the Himalayas, where the rhinos and the elephants used to roam freely at some point. Je viens d'une région dans l'Himalaya Tharu people où les are the rhinocéros et largest les number éléphants of se largest promenaient indigenous librement. groups in Nepal, and also we have people, Tharu people living in India as well. So it's the borderline where we are, and it's a tropical forest where our territories is. Et c'est une forêt tropicale. Tharu people do carry the spirit of a rhino. You have to know a rhino, what that spirit is. And yeah, since Nepal is a very young country democratically, and for a long time it was ruled by kings, and Tharu people within that structure are assimilated. You know, we're still fighting for our self-determination, right to our territories, right to governance, and whenever we are on the street, whenever we challenge the government, we are criminalized. There are people who are still in jail. They recently came out. But we just want a Tharu state within the federal system of Nepal. But that doesn't happen. We're always criminalized in a way that we cannot self-govern ourselves. So there is a challenge there. You know? So, but still, our dream of having a Tharu land, Tharu governance system, Tharu culture, the way of life we have, the battle continues. And the reason I joined the movement, because I think I'm very lucky to be in a space where I can access the spaces that my people in Nepal cannot access. So they are doing their activism in Nepal, but I have to do my responsibility as a Tharu nation to speak about the struggles of my people and have solidarity with indigenous people all over the world who have similar struggles of assimilation, forced assimilation, and land rights. So yeah, that's all about me, and I'm very honored to be here with you. And yeah, it's really nice to see your face. Immense honneur en fait d'être parmi vous. Et c'est aussi un immense honneur de vous recevoir. Donc, vraiment, merci beaucoup. Monsieur Gerd Peter Bruch, vous êtes réalisateur, journaliste, photographe et auteur français. Vous êtes engagé pour la protection de la forêt amazonienne depuis plus de 30 ans, donc depuis la première campagne internationale du cacique Raoni, pour défendre les droits des peuples autochtones et aussi soutenir sa cause. Vous avez fondé Planète Amazone, une organisation qui soutient les peuples autochtones dans leur combat international contre la déforestation. Vous avez également, et notamment, vous avez fait beaucoup d'activités, mais organisé 3 tournées internationales du cacique Raoni. Donc, Planète Amazone fait partie de l'Alliance des gardiens de la mer nature, mouvement en faveur de la paix et des générations futures dont elle a favorisé la création. Vous êtes aussi l'auteur du film Terra Libre et d'un prochain film qui sortira en 2023, dont vous allez nous parler à l'occasion de ma prochaine question, pas celle-ci. Je vous remercie donc de bien vouloir présenter Planète Amazone, sa mission et votre engagement donc, de déjà 3 décennies. Merci beaucoup. Merci Leslie. J'aimerais commencer par remercier donc, la région Normandie, mais surtout les jeunes d'être ici et de nous écouter, d'être intéressés par ces sujets. Donc pour résumer un peu mon travail et mon engagement, donc, quand j'ai fondé Planète Amazone,
finalement, vous avez raison de rappeler que ça fait plus de 30 ans que je suis engagé. Les Planètes Amazon a été créé il y a une douzaine d'années seulement, à un moment intéressant où le chef Raoni était coincé entre les intérêts économiques français et en fait des choses très importantes qui se passaient en Amazonie avec la construction d'un grand barrage. Et le gouvernement français tentait d'acheter son silence sur l'implication d'intérêts économiques européens dans la construction de ce barrage-là. Donc on a créé notre association dans une urgence un peu particulière. Mais notre travail est principalement de rallier en fait, les citoyens à la cause des peuples indigènes en leur donnant des éléments concrets pour leur faire comprendre que cette cause, c'est aussi leur cause. Et ça fait écho complètement à mon propre parcours. Dans mon adolescence, j'avais un grand intérêt pour, par exemple, 2 sujets complètement différents. J'étais très intéressé par les peuples indigènes et notamment les informations qu'on avait en France. C'était plutôt sur les Native Americans, donc les peuples d'Amérique du Nord. On avait peu d'informations sur les peuples indigènes d'autres continents. Donc j'étais très intéressé par eux. Et j'étais passionné par la musique du chanteur Sting et du groupe Police. Vous me direz quel est le rapport avec mon engagement ? Je vais vous l'expliquer. En 87, le chanteur Sting part en Amazonie et publie un reportage dans la presse internationale. Je tombe sur ce reportage qui nous parle des Indiens Kayapo et d'un chef qui s'appelle le chef Raoni. Immédiatement, grâce à ce reportage, donc grâce à ce chanteur, j'ai eu envie d'en savoir plus sur le peuple Kayapo et j'ai commencé à faire mes propres recherches. Il n'y avait pas d'internet à l'époque. Et j'ai tout de suite découvert qu'il y avait un gros problème dans la construction de notre civilisation, qu'elle s'était faite aux dépens des peuples autochtones. Ça a été un choc pour moi, très violent. Et j'ai eu envie de m'engager, ce que j'ai fait. Donc j'ai réussi à rencontrer et le chanteur Sting et le chef Raoni alors que j'avais 18 ans. Et je leur ai dit, je suis là. J'ai envie d'aider cette cause. Et ils m'ont accueilli dans cette cause qui est devenue la mienne. Et pour laquelle il était intéressant d'entendre les mots du chef Raoni qui venait nous dire concrètement votre modèle de développement est en train de détruire mon peuple et est en train de détruire nos territoires, mais ce que nous subissons aujourd'hui, si vous ne nous aidez pas, vous allez aussi le subir dans un futur relativement proche. C'était incroyable comme discours, c'était très avant-gardiste, et il nous parlait, alors que personne n'en parlait à l'époque, du changement climatique. En disant, si vous détruisez ma forêt, les grands vents vont se lever, les déserts vont arriver dans toutes les régions propices de la planète et vous allez souffrir énormément. Donc évidemment, je me suis engagé sur cette base-là. J'ai vu tout ce qui s'est passé depuis, le sommet de Rio, le sommet de la Terre, les grands engagements qui ont été pris par les États, sur la base au Brésil, par exemple, d'une constitution assez extraordinaire qui, après des années de lutte des peuples indigènes d'Amazonie, a inscrit leurs droits à la terre, à la continuation de leur culture dans la Constitution. Donc c'est le droit le plus élevé. Et malgré tout, vous voyez, on est 30 ans après, vous entendez toujours parler de destruction de l'Amazonie. Les peuples indigènes d'Amazonie, et ailleurs d'ailleurs, sont plus attaqués que jamais. Donc ça veut dire que inscrire le droit ne suffit pas. Il faut qu'il y ait, aux côtés des peuples autochtones, un soutien. Il faut que les citoyens comprennent que cette lutte, c'est la leur, et qu'ils soient là en permanence aux côtés des peuples autochtones. Et donc ça, c'est le travail que je fais. Je fais des films pour cela. Je contribue aussi à faire voyager des leaders indigènes pour qu'ils portent directement leur voix, soit au niveau diplomatique, soit auprès des médias, soit auprès des jeunes. Et aujourd'hui, mon travail est plus tourné vers vous, justement, avec les films, pour pouvoir vous donner des éléments concrets et vous donner aussi, on va dire, des directions, en tout cas vous donner des pistes, voilà, à explorer pour que dans votre propre parcours, vous puissiez agir aussi en respect et en ayant toujours dans la tête que vous devez prendre soin des peuples autochtones parce que c'est prendre soin de votre propre futur. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bruch. Et vous voyez, enfin, je sais que vous n'avez pas 18 ans, mais vous n'en êtes pas si loin et votre parcours va peut-être déjà commencer ou peut commencer très bientôt. En tout cas, c'est un magnifique exemple. Donc, Madame Natalia Safronova, vous êtes photographe documentaire indépendante, originaire de la région arctique de Russie. Vous enseignez aujourd'hui la photographie à l'école Graines de photographes de Paris et réalisez des reportages documentaires. Vous êtes membre de l'agence photo française Zeppelin.
Vous êtes lauréate de nombreux concours, notamment votre exposition, on peut voir son exposition Sami, nous vivrons dans la toundra, donc dans cet espace extérieur. J'espère que vous pourrez en prendre connaissance. Je suis sûre qu'après son intervention, vous pourrez tous voir ces magnifiques photographies. Donc vos thèmes, vous travaillez sur la transformation des sociétés, sur l'identité, sur la jeunesse, la spiritualité et la féminité. Et vous avez travaillé auprès du peuple Sami, aussi d'autres peuples autochtones de Russie. Et vous avez de magnifiques projets et le contact se fait auprès des populations inuites. Donc je vous laisse présenter également votre parcours et les peuples dont vous essayez de promouvoir la voix. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et je suis d'origine russe et je viens de la péninsule de Kola en Russie. C'est à côté de la Norvège et la Finlande. Et tout d'abord, dans mes sujets reportages, je me suis intéressée au peuple Sami. C'est le peuple que j'ai côtoyé quand j'étais encore en Russie. Et j'ai vu que lors, par exemple, des fêtes de la ville de Mourmansk, le peuple n'était pas mis en lumière. On ne parlait pas du tout des droits des premiers hommes de cette région. Et assez tôt, je me suis intéressée à donner la parole à ce peuple, à aller les voir, à aller les rencontrer et parler des problèmes de la sédentarisation dans cette région, puisque ce peuple a perdu complètement le mode de vie nomade. Il reste 1500 personnes du peuple Sami en Russie, 200 qui parlent la langue. La plupart, ce sont les personnes âgées. Et la transmission se fait de moins en moins au niveau des connaissances de l'élevage de rennes, de l'artisanat, malgré le fait qu'il y a quand même des activistes qui luttent pour les droits de l'homme, pour la transmission. Et de ce reportage, on peut dire, et de cette immersion dans la culture, parce qu'à chaque fois, pour moi, c'est des bouts de vie. Je passe beaucoup de temps avec les gens, j'apprends de leur culture, de leur langue. J'ai également assisté à des réunions consacrées à la protection des territoires, de l'environnement, du climat. De ce fait, je suis partie faire un reportage sur le peuple Evenk en Sibérie orientale, en Yakoutie, touché par l'exploitation des richesses du sol, or, diamants, et également impacté par le changement climatique lié à la déforestation, la pollution des sols, des rivières, et également impacté par la sédentarisation. Et aussi, c'est la région où il y a une très grande zone de permafrost qui est en train de fondre également suite au réchauffement climatique. Et donc, ça impacte beaucoup tout l'écosystème, les migrations pour les rennes, pour les animaux, et les animaux de la taïga, de la toundra. Et donc, je continue ce travail au Canada maintenant auprès des peuples inuits qui luttent avec l'érosion de la côte dans la région arctique, qui travaillent aussi avec des scientifiques pour trouver des solutions en commun, pour apporter leurs connaissances aussi, parce que c'est des premiers témoins, c'est des premiers porteurs de connaissances sur le territoire, sur le climat. C'est les premiers qui peuvent raconter comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui. C'est des gens qui portent beaucoup de connaissances et ils travaillent aujourd'hui avec des scientifiques et je partage tout ça à travers mes reportages photos que vous pourrez voir, j'espère, à travers des expositions, des publications et que je serai ravie de vous partager. Merci beaucoup. On a déjà beaucoup parlé donc du territoire. Donc le territoire non seulement comme espace de gouvernance, mais aussi en fait comme espace de vie pour préserver l'identité. Donc Madame Osvik, je reviens vers vous pour nous parler du territoire et dans quelle mesure le territoire permet actuellement aux Inuits de vivre, de maintenir leur identité,
nous préciser quelles menaces pèsent sur ces territoires et quelles actions sont actuellement menées par votre peuple et les nations inuites pour le préserver et préserver le lien au territoire. Je sais que dans l'article, l'aspect géostratégique est fondamental et que vous êtes aussi une experte de cette question, donc n'hésitez pas aussi à nous en dire quelques mots. Merci beaucoup. La parole est à vous. Notre lien à la terre, mais aussi à la mer qui entoure nos terres, est d'une importance fondamentale pour notre existence, pour notre identité. Et le Conseil circumpolaire inuit travaille très dur depuis des décennies pour essayer de sensibiliser l'opinion publique mondiale que le changement climatique est en train d'avoir un impact direct sur nos droits humains. Et pour avoir une approche des droits humains au niveau des politiques mondiales, c'est très très important dans notre esprit, parce que les changements que l'on voit sur le climat affectent les écosystèmes, la biodiversité, affectent notre accès à la souveraineté alimentaire, à la sécurité alimentaire. C'est quelque chose qui est fondamental pour chacun des villages, chacun des endroits où les Inuits vivent. Nous sommes aussi un peuple moderne. Nous avons des entreprises, nous avons du commerce, nous avons des touristes qui viennent chez nous. Mais le principe fondamental autour de cela, c'est que nous déterminions notre propre futur socio-économique. Et c'est un droit fondamental qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme sur les droits, dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits autochtones. Ce droit à l'autodétermination, c'est quelque chose qui est affecté, bien évidemment, par le développement territorial. On a parlé des frontières, des États européens qui ont été tracés comme ça à la règle sur des cartes, mais quand on est sur Terre, quand on marche, quand on navigue, on ne voit pas ces frontières dans la terre ou dans la mer. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important quand on parle de développement géopolitique. Il faut avoir un développement qui soit sûr pour tous les peuples, y compris les peuples autochtones, et d'être capable de collaborer au-delà des frontières. Et tout ça, c'est vraiment sous pression dans l'Arctique en ce moment. Notre organisation a été créée en 1977, donc c'était pendant la guerre froide, et il n'était pas possible à ce moment-là d'inclure de manière pleine et entière les membres russes jusqu'avant la fin de la guerre froide en 92. Donc aujourd'hui, nous sommes bien évidemment affectés profondément par la situation actuelle et nous n'avons pas pu avoir des relations habituelles avec les membres russes du Conseil. Il y a peut-être... ils ne sont que 1500 ou 2000 et je pense que leur situation est très similaire à celle des Samis en Russie. Et via notre travail, nous essayons d'inclure ces membres-là. La semaine prochaine, nous rencontrerons pour une réunion arctique pour nous préparer à la COP 28. Il y a une plateforme pour les peuples autochtones mise en place par l'ONU, donc nous nous rassemblons via cette plateforme-là. Et donc nous verrons la semaine prochaine au nord de la Norvège, donc je quitterai Genève pour aller donc, au nord de la Norvège et nous aurons donc des messages, il y aura donc des gens qui viendront d'Alaska, du Canada, des chasseurs, des pêcheurs qui connaissent le terrain, qui passeront des messages pour informer les États-nations sur les changements et sur leur ressenti de ces changements avec leur connaissance d'experts. Et nous espérons que cela puisse être utile pour la COP 28. Nous espérons inclure également un représentant inuit dans l'État de Russie, peut-être en visio. Je voudrais également vous parler aussi des conséquences humaines pour les peuples arctiques, pas seulement à cause du changement climatique, mais à cause d'autres enjeux liés à la sécurité. C'est quelque chose de très grave et c'est quelque chose qu'il faut continuer à surveiller, les conséquences pour les autochtones parce qu'ils ne font pas partie des prises de décision
en ce qui concerne les enjeux de sécurité. But that doesn't mean that we don't have something to say Mais ça in ne veut pas that. dire que nous n'avons pas notre And mot à we, dire as an là-dedans. organization, Et nous, already en tant from qu'organisation, 1977, depuis we have 1977, resolutions calling for the Arctic to not be used for military purposes appelé au fait and to be que a l'Arctique zone ne soit of pas peace. utilisé pour And this is a des policy manœuvres that we militaires ou pour maintain today. des aspects militaires et que ça soit une zone de paix universelle. Merci beaucoup, Madame Osvik. Et c'est oui, justement ça, hein, être traité d'égal à égal, c'est aussi participer aux questions sécuritaires et pas en être systématiquement exclu. Donc, Monsieur Brijlal aussi, si vous pouvez nous parler donc cette question territoriale, dans quelle mesure il est menacé. C'est pas nécessairement le changement climatique, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais aussi les autres menaces qui pèsent sur le territoire. Ça peut être les aires protégées, questions armées et les actions qui sont menées pour essayer de le préserver et de lutter contre cette appropriation. Merci. Thank you for the question. Merci pour cette question. Yeah, like the way Tharu people or most indigenous people connect to or see land and their forests and their territories. Et tous les peuples autochtones sont liés à la forêt, à la mer, à la terre, avec une signification très très profonde. Et la manière dont nous sommes connectés à la terre, c'est quelque chose qui est plus que spirituel. C'est notre école, c'est notre pharmacie, c'est notre épicerie. Et si on enlève notre langue, par exemple, est basée sur la connaissance qui vient du territoire. Donc si ce territoire nous est enlevé, eh bien notre façon de vivre est détruite. Our land and our territory is notre very terre, fundamental notre to our territoire est quelque chose existence qui est and our fondamental à nos identity. existences, à notre And identité. I hope the world understands Et how j'espère que le indigenous monde people and peut Tharu people comprendre comment les relate peuples to their autochtones, le peuple traditional Tharu, territories, their forests, their sont en land. lien avec leur forêt, avec leur terre, It's very important. de manière traditionnelle, parce que c'est extrêmement important. On appartient à la terre. C'est pas nous, la terre nous appartient pas, c'est nous qui appartenons. The beach belongs to that person. C'est nous qui appartenons It à was la very terre. funny to hear that, C'est somebody bizarre owning d'entendre quand on part voit of the des river or the étrangers, whole des gens qui river. disent cette rivière ou cette plage appartient à telle ou telle personne. Pour nous, c'est It's complètement very absurde important que to see quelqu'un that, puisse posséder une and rivière. understand how Il faut vraiment indigenous people comprendre or comment Tharu les people peuples see autochtones, les or Tharu, connect to the resources that they sont en manage. lien avec les And ressources qu'ils we gèrent. also have to think about Nous devons how aussi penser à the mainstream government or the la Western manière world dont les gouvernements, le monde occidental gère ces ressources. Extract it, get something out of it, and get out of it. Voilà, c'est vraiment, on extrait des choses, on l'exploite et c'est fini, c'est gaspillé. Mais ça, pour nous, c'est faire du mal à la terre, à la terre-mère. Quand on extrait des choses de ces entrailles. Et dans les années 50, le territoire du Tharu est un endroit subtropical et le gouvernement du Népal a décidé de développer ces terres-là sans notre consentement et ils ont répandu des DDT pour éradiquer le paludisme. Et beaucoup de gens sont arrivés du Nord, des gens qui sont venus, il y a des autoroutes qui ont été construites, qui n'ont absolument pas profité au Tharu. Our own way of living, our culture, how we relate to the land, and how we govern ourselves, how we manage the resources that ça a commencé à éroder notre façon de vivre, so it's a battle la manière dont nous étions en relation avec notre territoire. Donc c'est un combat que nous avons commencé à ce moment-là. Nous sommes en train d'essayer de créer notre propre système de gouvernement et être reconnu comme État pour gérer nos propres territoires comme nos ancêtres le faisaient. Mais c'est un défi. Et nous avons besoin de gens comme vous qui sont can make a difference. ici, For instance, when a tiger population or the snow leopard population disappears, you might say it doesn't matter to me, but it does, because we are all connected. What happens in the Himalayan region, it will affect us, all of us. So we have to work together, and I always share the story of the monsoon. Our lives depend on monsoon rain. De la mousson, notre vie dépend du pluie de la mousson. The river, et pour qu'il y ait de la mousson, the wind, the ocean, and the sun, even the les moon, rivières, and the le soleil, mountains, même la lune et les montagnes, we all have to work montagnes together doivent tous to make that collaborer pour que les come to our pluies land. de la So I mousson invite all of you, tombent. Donc je to vous think invite about all tous à these things. penser à cela. Thank you. Je vous remercie. Merci aussi pour ce magnifique message très fort. Et nous poursuivons vers un message très fort donc avec Gerd Peter Bruch.
Il y a un thème qui vous tient particulièrement à cœur, dont vous souhaitez parler aujourd'hui, c'est la question de la démarcation des terres au Brésil. Elle est d'actualité. Ce sera notamment le thème principal, l'un des 2 thèmes principaux de votre prochain film. Je vous laisse en parler des territoires en Amazonie pour les peuples autochtones. En fait, c'est compliqué pour le grand public de comprendre à quel point cette problématique est intimement liée à l'avenir de l'humanité entière. Tout à l'heure, on a parlé, notre sœur de l'Arctique a parlé de la nécessité justement d'appliquer cette autodétermination qui est maintenant dans la Déclaration des droits des peuples autochtones. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des droits constitutionnels qui sont reconnus dans certains pays, d'autres pays font des efforts pour inscrire dans le droit certains droits aux peuples autochtones, mais l'autodétermination n'existe pas. Si on parle par exemple du Brésil, où quand même cette constitution dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a reconnu le droit des peuples indigènes à la terre, et surtout qui a inscrit l'obligation de l'État à démarquer, donc c'est-à-dire à tracer les frontières de ces territoires indigènes dans un délai de 4 ans. Pour autant, l'État brésilien ne reconnaît toujours pas le droit à l'autodétermination des peuples, c'est-à-dire qu'il accorde juste aux peuples autochtones l'usufruit de ces territoires-là. Donc c'est une première étape vers cette autodétermination, mais on en est loin. Et même si on en est loin, on n'arrive pas à faire appliquer cette constitution et donc à tracer les frontières autochtones, parce qu'il y a des résistances. L'agrobusiness, par exemple, envahit ces territoires pour produire du soja, pour produire du maïs, pour produire toutes sortes de productions agricoles transgéniques, du bétail aussi, et empêche en fait l'application de cette constitution. Donc, mais pourquoi c'est un problème pour nous aussi ? Cette constitution au Brésil a permis, grâce au sommet de Rio en 92, de mettre en place des programmes de coopération internationale dans lesquels des pays comme la France, les États-Unis et autres ont investi des millions, des centaines de millions pour protéger l'Amazonie. Parce qu'il y a eu un consensus à un moment pour dire que oui, il est vrai que l'Amazonie, c'est important pour la planète entière. Vous avez vu avec l'arrivée de Bolsonaro, on a eu un incendiaire qui est arrivé au pouvoir, qui grosso modo a dit à tous ceux qui voulaient envahir les territoires, allez-y, mettez le feu et servez-vous. Ça a eu des conséquences absolument dramatiques et on a constaté à ce moment-là que non seulement la Constitution, ça ne suffisait pas pour protéger les peuples autochtones ou même une Amazonie qui nous concerne tous, mais qu'en plus, la communauté internationale, qui pourtant avait investi sur des dizaines d'années des centaines de millions d'euros, voire plus, ne faisait rien, ne réagissait pas. Donc aujourd'hui, on est dans une situation en Amazonie absolument catastrophique où le président Lula est certes revenu au pouvoir, certes il a annoncé partout qu'il allait s'engager pour les peuples autochtones, il a créé un ministère des peuples autochtones, il a relancé la démarcation des terres indigènes, mais savez-vous ce qui se passe ? Et je pense que vous ne le savez pas. Actuellement au Brésil, c'est la situation la plus critique depuis la dictature militaire. Il y a une lutte fondamentale qui a lieu avec ce qu'on appelle les ruralistes, qui sont donc les grands propriétaires terriens qui ont pris possession du Congrès national, le Sénat et la Chambre des députés, et qui, depuis des années, tentaient de faire voter des lois anti-indigènes pour pouvoir détruire la Constitution de 88. Ils sont passés à l'attaque récemment depuis l'élection du président Lula, qui s'est donc, comme je l'ai rappelé, engagé à démarquer les terres indigènes. Et ils ont tenté de faire voter ce qu'on appelle le cadre temporel. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est un peu complexe, mais grosso modo, ça dénaturait complètement la Constitution et ça permettait de rendre accessibles ces territoires protégés à toutes sortes d'activités industrielles. Et donc il y a eu un vote à la Cour suprême en faveur des indigènes qui a eu lieu il y a quelques jours à peine, donc c'était le 20 septembre, et les indigènes ont gagné, et le Sénat est repassé à l'attaque, ça s'est passé hier, pour faire voter un paquet de lois qui détruit complètement les droits des peuples indigènes. Vous n'en avez même pas entendu parler, et pourtant, ça a vocation à détruire plus de 30 années de politique internationale de protection de l'environnement. On va où, là ? Et c'est pour ça que je vous dis, je suis là, moi, pour vous dire que si le citoyen ne s'empare pas de ça et n'est pas vigilant en permanence pour pouvoir se retourner contre nos propres politiques, sur ces politiques internationales, on est foutu. Quand je dis on est foutu, ce n'est pas seulement les peuples indigènes. Ce qu'on vous explique ici à travers ces problématiques-là, c'est que c'est lié. Et ces gens-là sont les gardiens.
Le mot gardien, c'est quelque chose de fondamental. Ces territoires-là ne sont pas des espaces de ressources naturelles dans lesquels on peut puiser, ce sont des territoires sacrés. Et les peuples indigènes protègent les 4 éléments sacrés, justement, qui sont reconnus un peu par tous les peuples indigènes: la terre, l'eau, le feu, l'air. Et parce que ces éléments-là circulent, ils ne connaissent pas les phénomènes justement de frontières, comme évoquait notre sœur de l'Arctique. Et ça, les peuples indigènes nous alertent là-dessus et doivent nous faire changer nos fondamentaux. On ne peut pas continuer à traiter ces problèmes-là de la façon dont on les traite dans les COP. Je participe aux COP, c'est une imposture, c'est financé par les gens des énergies fossiles et on ne s'en sortira pas, vous le savez. Donc ces gens, ces représentants indigènes qui viennent, ce n'est pas seulement pour vous alerter, vous demander de les financer, vous demander de les aider, c'est pour que nous nous rallions à eux. Et croyez-moi, ils ont des solutions à vous apporter. On ne peut pas vous les décliner ici. Mais c'est très facile aujourd'hui de se tourner vers des associations sur le net ou des mouvements qui existent déjà pour vous renseigner et de vous engager aussi à votre échelle, si vous le souhaitez. Donc, Planète Amazon, tapez sur Google et vous aurez déjà beaucoup d'informations sur toutes ces questions notamment. Et ce message est très important. On parle vraiment des peuples en lutte, en résistance. Et en fait, si les peuples autochtones cessent de lutter, ils meurent. C'est ce qu'on voit ici au Brésil. Ils doivent être dans la lutte permanente. Soit ils meurent en tant que peuple, parce qu'on leur tue leur culture, leur moyen d'exister, ou même physiquement. Et s'ils meurent, la terre meurt. On en est vraiment dans cette logique-là. Et donc, maintenant, Natalia Safrounova, vous souhaitiez nous parler justement de la question extractive, comment les territoires autochtones sont aussi menacés ou détruits par l'exploitation minière ou en hydrocarbures au nord de la Russie. Merci. Oui, donc c'est le cas des peuples autochtones que j'ai rencontrés à travers mes reportages, notamment les Evenks en Sibérie orientale, en Yakoutie. Donc c'est la même problématique, c'est que ces gens sont très attachés à la terre, à l'écosystème, sont très respectueux par rapport aux éléments de la nature. Par exemple, avant de rentrer dans la forêt, ils font toujours des rituels. Avant de tuer un animal, ils vont demander la permission. Donc tout est respecté. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec les terres utilisées sans les expertises ethnologiques. Souvent, c'est dans la loi en Russie, par exemple, l'entreprise, avant de venir s'installer, que ce soit pour des mines d'or, diamants, ou des minerais de fer, autres, ils doivent faire une expertise pour savoir ce que ça va apporter comme impact sur le mode de vie, sur l'écologie, sur l'environnement, sur les gens, même sur la psychologie et autres, sur l'activité évidemment. Et parfois, les autochtones découvrent dans la forêt déjà des mines installées. C'est nerveux, excusez-moi. Parce que j'ai fait des rondes, on peut dire, dans la forêt, dans la taïga, avec les autochtones qui recherchaient ces industriels pour au moins les rencontrer et leur dire qu'ils constatent des déchets dans la forêt, mais ils ne les ont jamais rencontrés. Ils constatent des routes qui ramènent aussi des braconniers. Ça veut dire que la forêt, qui était sacrée, qui était un endroit écologique de chasse ou de rituel ou de vie, maintenant les autochtones retrouvent des braconniers qui viennent chasser sans permis et qui ramènent des chiens errants qui attaquent après des troupeaux de rennes, qui ramènent de la pollution, etc. Donc, évidemment, cette pollution joue beaucoup sur le changement climatique. Et comme tout est lié dans l'écosystème, c'est non seulement ces gens-là qui souffrent en local. Après, avec les vents, on a le changement climatique qui arrive en Europe. Par exemple, la Yakoutie qui se réchauffe. Donc, on connaît bien la Yakoutie pour le froid. Et c'est les anticyclones de Yakoutie qui régulent les températures en Europe. Et à partir du moment où ça devient plus chaud là-bas, c'est là où vous avez déjà remarqué qu'il fait chaud l'été. Même parfois, quand il y a des dérèglements, il fait parfois plus froid que d'habitude
on a aussi des baisses de température anormales ici. Voilà, donc tout est lié. Et ces peuples-là, voilà, ce qu'ils essaient de faire, c'est de passer le message, de continuer à lutter pour nous prévenir, parce que c'est pas que eux, c'est nous tous. Merci beaucoup. Je vais poser une dernière grande question générale sur le changement climatique et je vous invite à penser déjà à vos futures questions. C'est vraiment une opportunité et toutes les questions, même les plus simples, sont les bienvenues parce qu'en fait, elles intéressent toujours tout le monde. Et ça permet toujours de poursuivre les réflexions. Donc, Madame Rosvik, je vais parler maintenant du changement climatique, mais en particulier, parce que chacun peut avoir une intervention particulière. Et quand nous avions un peu discuté ensemble, vous me disiez, les peuples autochtones, il est intéressant aussi de savoir qu'est-ce qu'on entend par justice climatique. Les peuples autochtones aussi ont leur conception de la justice climatique. Et je voulais aussi vous indiquer, aujourd'hui, et c'est fantastique, beaucoup de jeunes mènent des actions contre le changement climatique. Mais il faut savoir que les peuples autochtones sont les premiers, il y a très longtemps, ils étaient pionniers à avoir intenté les actions en justice contre le changement climatique. Ils réclamaient, et c'était justement les populations inuites. Et quand je parle de ça, c'est de plus d'une dizaine d'années en arrière, on pourrait le confirmer. Madame Sheila Cloutier parle même du droit au froid. C'est important d'y penser. Est-ce que là, dans notre constitution, dans nos codes, on parle de droit au froid? Donc, je vous remercie de pouvoir nous éclairer donc, sur la question climatique en terre inuite, mais aussi sur votre conception de la justice climatique. Merci. Yes, Royana. Yes, correct. Inuit. Oui, tout à fait. I don't know about specific court cases, but j'ai pas forcément I'm sure that many indigenous peoples from around the world have been spécifiques en using tête. Mais oui, whatever effectivement, path there is to make sure les peuples that there is inuits justice and utilisent tous les access to moyens possibles pour justice on s'assurer the qu'il y ait basis de la of justice et de l'accès à la climate justice change. par rapport au changement climatique. For us, climate change Pour nous, is le very changement real. climatique Our word est réel. for the Arctic Notre is mot Isitok, pour which means the l'Arctique, c'est frozen place. Isitok, And we see year to year l'endroit gelé. how Et on voit d'année en année comment le climat est en train de Disco Bay changer. area J'ai grandi dans la baie de Disco, au Groenland. Et quand j'étais enfant, il y a un peu moins de 40 ans, on pouvait marcher sur la glace et aller pêcher dans la glace loin de notre ville. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. La glace n'est pas assez stable. Et l'an dernier, à la COP 27, on avait un jeune chasseur qui vient de la même région que moi et qui a dit qu'il avait dû partir de son village pour aller dans une ville plus importante. Et il ne peut pas aller pêcher. Il était obligé d'aller dans des usines de poissons parce qu'il ne pouvait pas chasser l'hiver parce que la glace était trop instable. Il ne peut pas chasser comme son père et son grand-père. Donc oui, la glace nous servait de moyen de transport entre de nombreux villages, entre de nombreuses villes en hiver. Et pour la grande partie de la côte de l'ouest du Groenland, cette glace ne permet plus de se déplacer dessus. Donc c'est quelque chose qui a un impact direct sur nous. Le monde, bien sûr, a ouvert les yeux sur le changement climatique et nous sommes ravis que tant de jeunes dans le monde soient en train de se joindre à cette lutte, à ce plaidoyer pour forcer les entreprises, la communauté mondiale, les États à agir. Nous voulons sensibiliser les gens pour bien montrer qu'il y a des enjeux dont il faut avoir conscience. La transition verte, la justice climatique, parce que nous voyons que dans la transition verte, il n'y a pas forcément toujours l'inclusion pleine et équitable des peuples autochtones dans la précision. On a vu ça donc chez les peuples samis en Norvège, où une décision de la Cour suprême de Norvège a conclu que l'établissement d'éoliennes dans les terres du peuple sami
était à l'encontre des droits des peuples samis et les empêchait d'élever des reines. Donc on voit des projets par rapport à la transition verte, où le droit à la prise de décision ou à la participation des peuples autochtones n'est ni respecté par les États ni par les entreprises. Et quand on parle de justice climatique, ce n'est pas agir pour le climat, sur le climat, c'est la première étape, mais il y a aussi une deuxième étape qui est quand vous agissez sur le climat, il faut le faire avec une approche de droits humains, il faut s'assurer que les peuples autochtones qui sont affectés par toute action qui a lieu dans leur territoire, qui affecte leurs ressources et leur accès au fait de se nourrir, foods, for example, or just to conduct their way of living. Voilà. That those Donc rights are respected. que ces droits-là soient respectés. We also see now a big sort of a surge from the scientific community going to the Arctic with a new geoengineering project, which is also fundamentally a good thing. Qui est peut-être à la base une bonne chose, mais là aussi ça doit se produire avec un respect des droits des peuples autochtones. For example, when we are approached by Par exemple, quand nous sommes geoengineering groups that want par to des test groupes new de methods géogénériques in our homeland, de nouvelles méthodes dans we notre, of course sur ask nos them terres, to make sure that nous they leur do demandons this de with full s'assurer and qu'ils font effective cela participation avec of la indigenous participation peoples pleine et on entière an des equal peuples footing. autochtones de And manière this égale. also raises the issue of equitable Parce que funding, for example, il y a aussi because we l'enjeu are d'un few in financement numbers, équitable, parce and que nous we can sommes peu, very often not compete et with the souvent nous very ne big pouvons pas foundations lutter and avec des grandes research fondations, communities des with grandes communautés big de amounts of recherche funding. avec de très So there importants are still financements. some Donc inequities il y a in encore this des that we inégalités call sur for ce the plan-là, world to be very, et very nous aware demandons of. vraiment au monde d'être très Another thing conscient is de that cela. we are very happy last Autre year chose, nous that the étions très UN heureux que les Nations Unies l'an dernier aient decided to décidé establish a loss and damage fund under d'établir the un fonds de UNFCCC, compensation and also that there was a dans le pledge cadre in Glasgow at COP26 with a big Conseil amount of sur le money climat, from states and private dans le cadre du businesses. GIEC, But the access to mais this l'accès funding à ce fonds, à is ces financements, an issue. est There un is problème. not equitable access to Il n'y a this pas un funding accès for all indigenous équitable peoples à from ce around the financement world. pour tous les peuples And autochtones very dans le monde. often, Et très this souvent, funding is designed to flow from the north to the south. And we raise ces awareness financements that vont there du are nord vers le also sud, indigenous mais peoples on in the veut north dire aussi living qu'il y a within des peuples G20 autochtones qui nations, vivent rich dans le nations, nord, qui habitent dans but des nations du we don't G20, des have nations access riches, mais qui n'ont pas necessarily within our own nécessairement states accès dans or to these leurs international mechanisms propres of États funding. à So des the world financements community ou à has ces a big mécanismes de task to do financement. to Donc la ensure communauté mondiale a une justice, grande tâche devant that elle justice is pour about s'assurer que la equitable access justice to decision making, soit equitable access respectée, to pour the qu'il y ait un funding, accès and équitable à no ces matter in which financements-là, region of the quelle que world soit la indigenous région people du live in. monde So où les I peuples think these things autochtones will be big vivent. issues at the Voilà, je pense upcoming que ce seront COP28, des enjeux and we importants are à la looking COP28 forward qui to meet with s'annonce, our et indigenous brothers nous and serons sisters ravis de in retrouver nos frères joining et our sœurs forces. And last year, autochtones there was a pour document nous serrer les coudes. agreed upon by, L'an dernier, il y a un document qui a été global indigenous peoples on the issue of access il y a to donc funding, un document par and rapport à I'm l'accès au very financement happy qui a that we été have that kind mis en of place par support tous in the global community, where les indigenous peoples organisations truly globales stand de together, peuples and autochtones, that is et what ça nous makes us permettra de strong. lutter ensemble et Oyana. d'être forts. Nous vous souhaitons donc beaucoup de chance et de réussite dans tous ces projets pour se faire entendre vos voix d'égal à égal. Monsieur Chaudhary, je serais très intéressée, parce que vous parliez tout à l'heure de la gouvernance des territoires, c'est votre souhait, et donc dans quelle mesure la gouvernance de vos territoires, vos propres lois, vos propres savoirs, si vous avez des indicateurs écologiques, permettent, vous donnent des outils pour lutter contre les effets du changement climatique? Merci. Ou adapter la réponse, bien sûr. Thank you, Leslie, for the question. Merci, Leslie, pour cette question. In terms of adapting or how we en termes d'adaptation, ou de la manière dont on fait les choses, et la raison pour laquelle les peuples autochtones sont des leaders par rapport au changement climatique, c'est qu'on fait partie de la terre, on a besoin.
on prend du poisson dans la rivière, mais on prend assez de poissons pour manger aujourd'hui. Et demain, on retourne à la rivière pour pêcher et prendre un autre poisson. C'est un principe extrêmement simple de la manière dont on utilise nos ressources et notre terre. Et ce savoir, le système qui nous gouverne en termes de gestion des ressources, qui nous permet d'être à la table, et c'est quelque chose qui devrait être utilisé à la table des négociations nationales ou internationales. Sarah le disait, les gens ont besoin de peuples autochtones, de leaders autochtones pour nous adapter au changement climatique, pour avoir de la justice climatique, parce que le savoir que nous apportons, que nous mettons sur la table est très important. Si vous regardez la préservation de la biodiversité, c'est surtout des peuples autochtones qui ont permis de préserver cette biodiversité. Et c'est prouvé que les forêts, les terres sont bien gérées et qu'il y a une plus grande diversité chez les peuples autochtones, la manière dont ils protègent la biodiversité. On voit que cette biodiversité peut prospérer dans ces terres-là. Donc c'est très important d'avoir ce savoir-là sur la gestion des ressources au niveau international et au niveau national. Very little people listen to that. Très peu de gens nous écoutent sur ce plan-là. On est toujours pris de haut par les États membres. Our voices are often ignored, voix est très souvent ignorée. Like Mr. Sarah said, there is some progress that happened, and it's because of indigenous people's movement all over the world. If you look at Ecuador, they declined oil drilling because we want that biodiversity. They want that biodiversity over oil. Oil will not bring anything to them. Le pétrole ne leur apportera pas grand-chose, alors que la biodiversité, la forêt est très importante pour prospérer, pour mieux vivre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Il y a un concept important, c'est que on le voit par exemple en Colombie, il y a des processus de justice où les peuples autochtones participent avec des juges en mettant en œuvre leur propre méthodologie et leur propre conception du droit, et ils demandent la réparation des territoires qui ont été victimes du conflit armé. Il faut réparer les territoires, restaurer les territoires, et le territoire est reconnu comme victime. Et on en vient maintenant à votre autre grande préoccupation, c'est pour la reconnaissance du crime d'écocide. Je vous laisse la parole, monsieur Gert Peter Busch. Oui, en effet, une nouvelle fois, en fait, en ce qui concerne l'échec des politiques internationales de protection des peuples autochtones, il y a cette question de voir les limites de ce qui a été posé. Et je parlais avant d'un droit constitutionnel qui a montré son inefficacité jusqu'à présent. Un Bolsonaro peut arriver, violer ouvertement la propre constitution de son pays et avoir une réaction internationale si timide qu'en fait, que ça puisse vraiment donner des effets absolument néfastes. Et c'est là où intervient une idée pour laquelle des juristes luttent depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est de reconnaître au niveau international le crime d'écocide pour que les gens ou les États, les entreprises qui détruisent un écosystème, donc qui impactent de façon durable les générations à venir, puissent payer, puissent être traînés devant les tribunaux, puissent devoir répondre de leurs actes, ce qui n'est pas le cas actuellement. On nous fait toujours valoir le droit de l'État à se développer, le droit, je veux dire, national. Ce qui prime, c'est avant tout le développement avant tous les droits qu'on peut créer. Parce que du droit, il en existe. Il y a des couches de droits dans tous les pays, et même au niveau international, qui sont censés protéger l'humain, qui sont censés protéger aussi l'environnement, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc cette idée d'avoir un crime d'écocide, et même de pouvoir avoir aussi, comme ça existe dans plus en plus de pays, nommer comme objet de droit des espaces naturels, une montagne, une rivière, etc., pour qu'elles puissent être défendues par des tuteurs qui peuvent être des peuples autochtones, par exemple, ou des gens qui sont directement en lien avec cet écosystème. Ben, c'est très important. C'est quelque chose de nouveau pour nous, mais de tout à fait ancien pour les peuples autochtones. C'est vécu depuis très longtemps par les peuples autochtones. Donc, le crime d'écocide, c'était une idée jusqu'à présent un peu utopiste, et depuis que des juristes ont travaillé sur une définition pendant 6 mois pour pouvoir proposer quelque chose qui puisse rentrer dans le droit international,
Ça fait environ 3-4 ans que ça a été fait. Et bien maintenant, il y a 25 pays qui discutent du crime d'écocide, de reconnaître le crime d'écocide. Donc c'est quelque chose sur lequel vous devriez vous intéresser. C'est assez facile de trouver des informations sur le net et qui devrait un peu devenir votre cheval de bataille aussi. Parce que ça vous concerne et parce que ça nous permettrait d'avoir un garde-fou, parce que tout ce qui est en place... On parlait tout à l'heure de l'ONU aussi, on a beaucoup parlé de l'ONU. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'ONU et avec tous ces sommets internationaux? Ça fait 30 ans qu'ils invitent du bout des doigts des peuples indigènes, mais ça fait 30 ans qu'ils n'ont toujours pas compris comment, on va dire, dialoguer de façon respectueuse avec ces peuples. C'est toujours biaisé. C'est-à-dire que la façon dont ils voudraient en fait inclure les peuples autochtones, c'est que les peuples autochtones doivent s'adapter au langage onusien ou au langage étatique et doivent s'adapter à ces protocoles. Je suis désolé, mais comment voulez-vous qu'un chef traditionnel qui est analphabète, qui a des savoirs, par exemple, illimités sur l'environnement, puisse s'adapter à ces protocoles? Donc on se coupe, en fait, de cette façon-là, de tous ces savoirs traditionnels qui pourraient justement nous permettre de gagner énormément de temps sur la lutte contre le changement climatique, sur la lutte pour la préservation de la biodiversité. Donc ça n'existe pas. Et l'ONU, ça fait 30 ans qu'on attend. Il y a certes des améliorations, mais ça va beaucoup trop lentement. Donc moi, je suis admiratif aujourd'hui des initiatives des peuples indigènes eux-mêmes qui se rassemblent, qui créent des alliances entre eux. Avec le chef Raoni, j'ai accompagné la naissance de l'Alliance des gardiens de Mère Nature. Et l'idée, justement, c'était, en ayant fait cette analyse du fait que l'ONU représente peut-être 3-4% des peuples indigènes, qu'eux-mêmes puissent créer une voie de dialogue avec le citoyen au niveau international pour pouvoir faire reconnaître leurs discussions et leurs propositions. Donc ça, c'est intéressant. Et ça va certainement forcer ces institutions internationales à évoluer. En tout cas, grâce à vous, ça pourrait le faire. Les peuples indigènes tout seuls ne peuvent arriver à rien. Nous, tout seuls, on ne peut arriver à rien. C'est uniquement par ces alliances qu'on peut arriver à se sortir de ces situations. Voilà. Intéressez-vous à l'Alliance des gardiens de Mère Nature et au crime d'écocide. Et je vous assure que ça va vous redonner de l'espoir et de l'énergie. Et ça ne va pas vous plomber le moral. Au contraire, vous verrez que dans le monde entier, il y a des couches de résistance qui existent déjà et que c'est très facile de s'y rallier. Ouais, vous avez beaucoup de tâches à mettre en œuvre, à part celle de noter vos questions. C'est aussi en fait décoloniser votre pensée, en fait, la façon d'agir, de travailler avec les peuples autochtones, décoloniser le droit. On voit en fait tout ce que les peuples autochtones apportent au droit et à la justice. Ce sont des précurseurs. Ils ont un pas en avant parce qu'ils ont une analyse du passé beaucoup plus riche en fait. C'est une approche holistique de tout ce qui se passe dans l'environnement. Donc maintenant, c'est justement très intéressant ce dialogue croisé. Vous avez assisté à cette expérience en Russie, justement un dialogue de savoir entre experts autochtones et scientifiques occidentaux sur justement pour analyser les effets, l'existence du changement climatique, l'affectation des couches de glace. Je vous laisse nous en parler. Oui, heureusement aujourd'hui il y a de plus en plus de scientifiques qui font appel au savoir autochtone, comme en Sibérie, comme au Canada, puisque ce sont les autochtones qui peuvent dire si par exemple au mois d'octobre, est-ce qu'il a neigé trop tôt? Est-ce que la qualité de la neige a changé? Est-ce que la végétation a changé? Donc c'est très précieux que c'est pas le monde scientifique qui s'impose, qui arrive à travailler d'une façon isolée, mais qui consulte les connaissances locales en les respectant et en les mettant aussi en lumière. Oui. Et depuis combien de temps cela a-t-il été mis en place? En fait, c'était à la demande des représentants autochtones. Vous savez comment? Est-ce que vous avez quelques indications? J'avoue, au Canada, ça fait pas longtemps que je travaille sur le sujet. En Sibérie, ça fait quelques années, depuis les années 2000. Il y a un chercheur qui travaille sur la fonte du permafrost. Au Canada, c'est pareil, c'est la fonte du permafrost, où ils étudient ensemble. Ils font des prélèvements, ils vont observer les zones en fait, impactées par la fonte. Merci à tous donc, pour ce premier tour de table.
Et comme vous le voyez, en fait, j'avais une idée, je crois qu'elle est en train de s'échapper alors qu'elle était intéressante. Oui, il y a plein d'expériences. On est dans un nouveau temps. Moi, j'étudie le droit, mais même dans le droit, c'est un temps des peuples autochtones. Et c'est comme le dit Monsieur Gerd Peter Bruch, c'est un temps de l'alliance. Enfin, en tout cas, c'est le temps du croisé des savoirs. On ne peut plus rester chacun de son côté parce que les peuples autochtones disent la planète va brûler, va être en feu. Donc, il y a une urgence. Et vous faites partie de ce temps de l'urgence et vous avez beaucoup de moyens, en fait, pour réagir. Il y a beaucoup de catastrophes, mais il y a beaucoup de ressources qui s'ouvrent à vous. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès dans votre futur et je vous invite, pour ceux qui ont quelques questions à poser à nos invités, auxquelles ils répondront de façon plus brève désormais. Merci beaucoup. Je peux vous suggérer des questions. Vous pouvez leur poser des questions sur la jeunesse, sur leur relation avec les anciens, sur la tradition, sur ce que souhaitent les jeunes autochtones, sur leur mobilisation, sur leur intérêt du monde occidental, les nouvelles technologies, plein de choses. Est-ce que la jeunesse s'intéresse encore aux traditions? Voilà une très bonne question. Donc, qui souhaite répondre à cette question? I'll start first. Yes, there's a big resurgence of indigenous youth who are taking spaces, in a way that my father, didn't do it. It's a very active movement that's going all over the world, Of course, there are I cannot talk about the rest of the world, but I can talk about Tharu people. People are, how to say, they are going and doing tattoos. Tharu people used to do tattoos from body to body, generational knowledge. So the figures that my mom has, it was going to my sister. But my sister didn't do it, but the new generation are doing it. So they're very interested in the culture and then connecting with their generational ancestors to bring back the knowledge that was not very famous. So people, for instance, I'm just going to talk about myself. When I was young, I was not very proud of speaking my language in the school that I went to, because I felt that they were going to make fun of me. I'm not Nepali enough. So Nepal as a nation, people speak Nepali, but I don't speak Nepali. But I had to go to Nepali school so that I could be integrated. I could be as civilized as the rest of the people, because the constitution they quoted Tharu people as these people drink and they could be enslaved. That was the category that my people were given. So it was very difficult to, assert your identity. But now, Tharu indigenous youth are very proactive. They are dancing. They are, putting tattoos on their bodies. They are talking about climate change. They are talking about identity. They are, writing poems. They are singing. They are doing theater and connecting in a way that my father's generation didn't connect, or it was not, very famous, So, indigenous people are very inspiring to me, and everywhere around the world too that I worked with, in Canada as well. There is a big resurgence of indigenous people. They're also doing tattoos, doing very creative stuff, even coding their languages, that's oral language, so that the next generation can learn. So we have lost a lot, over the course of the time. But it's young people who are bringing those back again, and helping us connect to our ancestors. And they are in our blood. I'll keep my ancestors alive if I think about them, if I speak my language, if I put my tattoos on. And that's what indigenous youth are doing. And I'm very proud of them, and they make me very hopeful. Thank you. Moi, ça m'inspire beaucoup et ça me donne beaucoup d'espoir. C'est une excellente question. Il y a tellement à dire. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, Madame Osvik, de rebondir sur cette question. Donc, qu'en est-il aussi de la jeunesse des nations inuites, et aussi, je sais, la jeunesse aussi en lutte en titre individuel. Malheureusement, on recense aussi beaucoup de cas de jeunes qui se suicident. Donc, est-ce que vous pourriez tenter de nous expliquer, en fait, quelle est cette situation et comment est aujourd'hui la jeunesse de votre peuple? Merci.
Yes, Brianna. We have many youth who engage in the movement of decolonization. And like it was just said by our brother in the panel, we are so proud of the Inuit youth who take up the difficult questions, who raise awareness on their situation and their issues at all the venues that we have. There are multiple and complex web of initiatives and issues that are deeply affecting the Inuit youth. As you say, we unfortunately and heartbreakingly have one of the highest suicide rates, which goes across most parts of Inuit Nunads. And many initiatives. We see the youth raising their voices, demanding to be included in these initiatives. We saw, for example, a process in Greenland where the government of Greenland was developing a new strategy to prevent suicide, where the youth demanded that their recommendations were included directly into the strategy, and with the assistance of the child rights spokesperson of Greenland, they in the end actually succeeded to have their recommendations included into that strategy. So this is the work that is done to ensure that youth are participating directly in decision making is done by supporting the youth, and it's done by the youth themselves raising their voices. And that is one thing that I think we cannot support enough. It is so important that we continue to support. When we had our Arctic Peoples Conference this summer in Greenland, out of 40 delegates, 15 of the delegates were youth, and these 15 youth, they did an amazing job in including wording in the statement that we negotiated to finalize from our Arctic Peoples Conference. And it was again the youth who raised awareness on the continuous systemic discrimination that indigenous youth experience in and outside of our homelands. Many of our youth, they moved south out of Inuit homelands to study and to live and to work. And here, our youth has raised the issue of systemic discrimination still going on in, for example, Denmark, or in the southern parts of Canada and the US. So it is so important that our youth are on the platforms raising these issues. And I think that the youth are also very strong in making sure that when we, for example, participate in international negotiations, we keep focusing on that inequity that is created by the systemic discrimination, which we don't only experience on an individual level, but we also experience it on a collective level, because the world society does not provide seats for indigenous peoples to represent our own peoples through our own representative institutions, for example, in the UN. So this is a systemic thing that we are trying to change. So I want to highlight that many of the issues, they are directly linked to our ability to participate in the world society and decision making. And here I think that our youth will carry that burden, but they will also carry it with grace and dignity, and that is what we see from our youth. And that struggle will continue beyond my generation and into the youth generation. So please partner with indigenous youth. Listen more than you speak when you are working with indigenous youth. Il faut écouter plus que vous parlez lorsque vous parlez avec la jeunesse autochtone. Merci beaucoup pour cet important message. Monsieur Gert Peterbrut, je souhaiterais rajouter quelques éléments aussi sur la jeunesse autochtone du Brésil. Merci. Les deux témoignages là, c'est vraiment important de les écouter. Ça donne de l'espoir, parce que le poids qu'il y a sur la jeunesse autochtone en général est vraiment énorme. Par exemple, au Brésil, ces cas de racisme sont tellement forts envers la jeunesse, les peuples indigènes, les peuples autochtones en général, que c'est vrai que c'est difficile, quand on est jeune et autochtone, d'être fier de sa culture, de ne pas s'en détourner. Donc c'est un challenge absolument énorme. Donc je voudrais rajouter un troisième exemple positif. Dans le cadre de mon rôle dans l'Alliance des gardiens de Mère Nature, je suis allé au Bénin, en Afrique. Alors le Bénin, c'est un pays qui a vécu une tragédie dans les années 70 avec un gouvernement trotskiste
qui a persécuté en fait les peuples indigènes, qui a massacré beaucoup des anciens qui pratiquaient le vaudou, donc ce sont des chamans, et qui a détruit la plupart des arbres sacrés. Les arbres centenaires ont pratiquement tous été liquidés, donc une forêt qui a été pratiquement détruite de zéro. Et je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Apollinaire Ossoulio, qui est parti rechercher les survivants, on va dire les anciens qui avaient été persécutés, qui ne voulaient plus pratiquer les traditions, qui a réussi à les convaincre de reprendre la tradition et surtout de réenseigner aux jeunes les traditions, la forêt, la culture, le vaudou, le chamanisme. Et aujourd'hui, les anciens, donc les très vieux plus les jeunes, plantent ensemble des arbres, plantent énormément d'arbres. Et c'est magnifique à voir parce que ces jeunes-là ont retrouvé aussi une joie, une fierté d'être autochtones. Et ça crée des miracles. Il a fait aussi rentrer dans la loi le caractère sacré des forêts. Donc au Bénin, il existe dans la loi les forêts sacrées. Et donc ça me donnait l'occasion aussi de parler de l'Afrique, parce qu'on parle assez peu de l'Afrique, on parle énormément de l'Amazonie, mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez des autres forêts. La forêt arctique, on en parle très très peu. La forêt équatoriale en Afrique, on en parle très très peu. Et donc cette jeunesse autochtone, c'est vrai, elle a aussi besoin énormément d'être soutenue, d'être écoutée et de retrouver cette fierté d'être autochtone. Notre quatrième invité aussi aurait des mots à ajouter sur cette très importante question. Oui, c'est vrai que ce que j'ai pu voir dans la culture sami en Russie, c'est exactement, on peut dire, ça ressemble beaucoup, puisque la politique de la sédentarisation pendant l'époque soviétique était telle que c'était honteux d'appartenir à la culture sami. Le costume était interdit, c'était honteux de porter les chaussures traditionnelles. Donc c'est vrai que psychologiquement, les parents ne transmettaient pas cette fierté d'appartenir à la culture sami. Et c'est assez présent aujourd'hui dans la façon de percevoir la culture d'origine chez les Samis en Russie. Et malgré cela, il y a un éveil et un retour vers les origines, la volonté de s'identifier en tant que Sami chez les jeunes, et aussi des cours qui sont organisés par les grands-parents, par exemple. Donc les jeunes quand même s'intéressent. Et chez les événements, il y a aussi des écoles d'hiver pour les petits éleveurs de rennes. Les enfants partent souvent dans la taïga, passer des vacances avec les grands-parents, s'occuper des rennes. Donc la transmission se fait aussi, et qui participe beaucoup à des... il y a la fête de l'éleveur de rennes au mois de mars tous les ans, qui participe à des courses des courses d'attelage de rennes ou de courses de rennes qui apprennent l'artisanat. Donc ça se fait malgré le fait que les jeunes se posent beaucoup de questions, justement. Est-ce qu'ils partent dans des grandes villes? Est-ce qu'ils font des études ailleurs? Parce que c'est quand même des gens qui ont l'habitude de vivre auprès de la nature, et malgré les questions sur l'identité, ils ne se voient pas non plus partir. Donc ils tournent quand même vers finalement leurs origines et s'intéressent de plus en plus. Je suis désolé, je voulais reprendre la parole 1 minute pour parler de la Guyane française, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Il y a un vrai problème en France avec l'attitude du gouvernement français, et ça ne date pas de Macron, mais ça ne s'améliore pas avec Macron. Donc le président Macron, lui, il reçoit le chef Raoni et donne 1 million d'euros au peuple d'Amazonie brésilienne. On a parlé tout à l'heure de la nécessité de reconnaître l'autodétermination des peuples autochtones. La France ne reconnaît pas du tout les peuples autochtones. Ça n'existe pas, les peuples autochtones, pour la France. Si, ça existe ailleurs, mais quand c'est sur le sol français, ça n'existe pas. Donc les peuples de Guyane française ne sont pas considérés comme des peuples autochtones, et on a chez la jeunesse autochtone un taux de suicide faramineux. C'est une honte française, vraiment, franchement. Et je voulais absolument en parler parce que c'est la France, c'est un pays amazonien, et ils ont besoin de nous en Guyane française. Ils luttent actuellement aussi contre des choses très importantes qui se passent en Guyane française. Intéressez-vous aussi à ça, parce que
ils ont besoin de soutien. Voilà, je voulais en tout cas les mentionner et mentionner le fait que la France ne reconnaisse toujours pas les peuples autochtones, donc c'est un combat local aussi à avoir. C'est une grande honte française. Je vous remercie parce que je souhaitais en parler, donc je vais rajouter encore une couche supplémentaire. Mais effectivement, là-bas en Guyane, en fait, on ne reconnaît pas, on parlait tout à l'heure de la démarcation, mais il n'y a pas de droit de propriété aux terres, on leur donne des droits d'usage collectif. Donc l'usage, alors que c'était les peuples originaires du territoire. Et dans ce contexte-là, pour les jeunes autochtones de Guyane, c'est très difficile encore aujourd'hui de se réaffirmer en tant qu'autochtones, de récupérer en fait la culture, l'histoire. Il faut savoir que leur famille aussi, leurs parents, ont été contraints de se rendre en fait dans des pensionnats, on appelle ça les hommes indiens, où ils étaient séparés de leur famille et on les privait aussi, on leur coupait les cheveux, on leur interdisait de priver la langue. Donc ces jeunes générations de jeunes autochtones de Guyane ont cet héritage-là de parents traumatisés. Il y a une transmission des traumatismes transgénérationnels qui ne sont pas réparés, qui ne sont pas reconnus. Et ils sont à la recherche de leur identité et ils n'ont même pas de droit pour se rattacher. Il faudrait vraiment qu'ils se construisent, s'autoconstruisent tous seuls dans ce contexte. Et je sais qu'il y a ici des professeurs, je vous invite en fait à discuter comme ça dans vos cours selon les disciplines de la situation des peuples autochtones, que ce soit Kanak en Nouvelle-Calédonie ou les ensembles des peuples autochtones de la Guyane française. Moi qui suis juriste, j'étais très choquée de savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, avec tout le processus d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de cours des droits des peuples autochtones dans les universités en Nouvelle-Calédonie. Alors qu'il y a une grande population kanak. Il n'y a pas de cours sur le droit des peuples autochtones. Il y a des cours sur les droits coutumiers, leurs propres droits, mais en fait, on les exclut de tout ce qui se passe au niveau international, en tout cas dans l'éducation. Donc, comme le disait monsieur Gert Peter Bush, il y a effectivement beaucoup à faire. Je ne sais pas s'il reste une très brève question. Il y en a encore beaucoup. Alors, il va falloir s'adresser à une personne. On va prendre la question et une brève réponse. Merci. Donc moi je me demandais, parce qu'on voit dans vos réactions par rapport à ce que fait l'État, justement l'inaction ou même justement les mauvaises actions par rapport à la nature, est-ce que vous ressentez finalement de la colère et est-ce que du coup vous êtes pour l'utilisation de la colère, même si parfois illégalement? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'utiliser la force dans cette situation? Est-ce que vous pouvez lui répéter la question, qu'il n'a pas eu la traduction? Je vais destiner les réponses. Je me demandais si du coup, est-ce que vous justifiez l'utilisation de la force ou même de pratiques illégales pour réveiller les consciences et même faire avancer écologiquement parlant? How to say? So it depends how you decide what's illegal, what's not illegal. The state decides most of the time whether it's legal or not. But if you look at northeastern states, Nagaland, Manipur, Tripura, those states are heavily militarized because India, for instance, India also doesn't recognize indigenous people, by the way. They say scheduled caste. Aucune reconnaissance des autochtones. There are resistance happening, violent resistance happening across the world in northeastern states of India. Et dans les États au nord-est de Chhattisgarh is another state in India where there is a big movement happening. Even the Tharu people, our people had to go underground because the government wanted them to catch them, clandestine, parce que le so gouvernement voulait les there is attraper. movements that are happening that seems violent, to the states, but it justifies our cause. Otherwise, we will be like that for the rest of our life. Either we integrate or just go out of the country, or fight for our cause. Look at Myanmar. Myanmar is another country that the indigenous people of Myanmar are fighting against the Burman state. The Burman people are the major government army that controls the country, but there are other indigenous tribes, communities that are fighting against them, and then it's violent. They're fighting. There is a war. Look at West Papua. I'm not sure if you know about West Papua. It was a Dutch colony, and they handed it over to Indonesia. So Indonesia, you cannot even go there. There is no UN or
even NGO journalists cannot go because there is a war going between indigenous people and Indonesian army. So there is things are happening, you know, violent clash between indigenous people and states are happening. And I don't think it's going to end. You know, we have to recognize indigenous people's voices. You know, so there is another peace that needs to happen. We fought World War II, you know, so that people could all live together. But we need another peace, you know. Peace with indigenous people, the states, the world needs to have reconciled with indigenous people. What bad things we have done to indigenous people. They have their territories, their bodies, their culture, even experiments, you know, science experiments have been done on indigenous people. So we have been extracted so much, you know, like they extract so much out of us, but there is no reconciliation yet. The path to reconciliation is very far, you know. The World War II, Nepal, the Gorkha army, we fought your wars, you know. They were here in France. There is a cemetery of Gorkha people, and majority of them were indigenous people from Nepal. We hardly recognize them. You know? They fought World War II, World War I for something that didn't matter to us, but we fought it, you know. But indigenous people are never recognized in those causes. So there's another peace movement that needs to happen, and that peace is between the states and indigenous people. And I hope the young people, when when we move forward, you know, you will see the peace. Let's imagine it together, you know, because our knowledge system, our governance system would add value to the humanity. The diversity that indigenous people bring to this world is incredible. We just have to listen to them, but we don't. That's the sad part, you know. But as young people, I am very hopeful that, you know, we can change that narrative. We can change how we connect with indigenous people, how we see their worldviews, you know. Because first, we need to understand their worldviews, how they relate to things that's around them. But yeah, I think I would diverse here and there. But yeah, there are violent, you know, clashes that's happening all over the world. Il y a bien sûr des conflits partout à travers le monde. Merci. Merci. Je sais qu'il y avait encore 3 autres questions dans la salle. Il y en avait par là. Peut-être après, parce que là, c'est une chance incroyable d'avoir des questions. Merci. Du coup, moi, ma question, c'est par rapport au Tibet. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour les peuples autochtones du Tibet que le Tibet appartienne à la République démocratique de Chine? So Tibet, it's a very politically charged word, you know, when we bring it to this space. And I'm not a Tibetan, and I don't know if I should speak about Tibet, how Tibetan people think, you know. But I agree, Tibet was an autonomous state before China took over. There are a lot of businesses that Nepal as a country did with Tibet, like dealings, you know, business dealings and state-to-state partnership, marriages as well. So it's in this geopolitical world, you know, everything is very polarized. US supports Tibet, but at the same time they don't talk to China about it, you know. So it's beyond my, I don't know the answer, you know, but how would I say it? People shouldn't be displaced because who they are and what they believe in, you know. So if you look at the rainforest, my grandfather used to say, every single plant, bushes, trees, tall, small, you know, broadleaves, small leaves, pines, you know, everybody has a space. And the rainforest, the ecosystem respects that, you know. And the countries, the member states should respect that too, because in the ecosystem, the forest, everybody's autonomous, you know, but at the same time, they collaborate with each other, you know. Nobody is, I mean, there is some competition, but it's healthy competition, you know, and everybody is supporting each other. On va prendre une autre. Oui, merci. Je suis arrivé en cours de route, donc peut-être vous en avez parlé avant. Avec Internet, Instagram et TikTok, on voit des figures qui émergent des peuples autochtones, qui prennent la parole, qui parlent de leur mode de vie. Est-ce que ça fait avancer? Est-ce que vous avez vu des changements avec cette jeunesse qui s'empare de cette parole? Ou est-ce que c'est encore malheureusement anecdotique par rapport à tous les combats qui restent à mener? Est-ce que, Madame Osvik, vous avez entendu la question au sujet donc, des nouvelles technologies et de l'utilisation de ces moyens donc, pour communiquer, autochtoniser ces moyens?
Yes, I would say so. But it's also a double-edged sword because we all know how those platforms work on the basis of algorithms. So I think we have to monitor very closely, especially in those areas like in Greenland where our settlements are very remote and often access to information can be limited. So those social media platforms and the algorithms can create small echo chambers. So on one side, they are very, very useful and important to do communication and also to create platforms for indigenous peoples, for us to have our voices heard through them. But we also have to be aware of the what kind of threats social media can bring to small, isolated communities in which we often live. And I'm very happy to see that the University of Greenland has some research going on in regards to use of social media among indigenous peoples in Greenland, and that might be of your interest. I just wanted briefly also to reply on the issue of anger. Personally, working with the rights of indigenous women, I feel a great deal of anger. We have had massive focus on some cases in Inuit Nunat of forced sterilization, of the use and applicants of IUDs, so intrauterine devices, to young girls and women. In the 70s and 60s, the Danish state imposed a campaign to lower the number of inhabitants in Greenland, and half of the women and girls from the age of 12 who were able to give birth were fitted with IUDs, some of them without their consent, some of them without their knowledge. And we have been very angry, women from Inuit Nunat, and raising these issues. Yesterday at the Special Rapporteur's reporting here in the UN, I was very happy that the Special Rapporteur has raised this to the UN and to the Danish state, and there's an investigation going on right now. But it becomes very real for us with the consequences of colonization and the effects, but particularly on indigenous women and girls, and we are angry. But we have also taught ourselves to turn that anger into action and to be able to participate in the diplomatic efforts to redress, to justice, to raise the issues. And to do that, we have had to learn the Western way of doing diplomacy. And I think that is what we have used to get this far that we have, that we are at the UN, that we are at the table on many platforms, not all yet, but on many platforms. And I think that is also where we have to see that indigenous peoples and recognize that indigenous peoples, we have been very, very good at taking those experiences from colonization, different violent acts against our peoples, against women and girls, against youth and elders, and take that anger and use it in diplomacy, use it in our advocacy. So I just want to echo what was said, that there's another peace effort that needs to be done, and it's an individual level, and it's on a collective level. And I think that it is so important that you as youth also know about these serious human rights violations that continue to happen among indigenous peoples and on indigenous peoples. Et ça continue dans certains cas. Merci beaucoup pour ces informations effectivement cruciales. Une dernière question et ensuite nous allons malheureusement clore ce débat, mais je vous remercie pour cet enthousiasme. Vous avez parlé plusieurs fois des COP. Est-ce que pour vous, elles ont encore une utilité aujourd'hui? Alors je sais qu'il y a des éléments de réponse. Pour nous, environnementalistes, oui, parce qu'elle nous permet de nous retrouver, mais à part ça, ça se passe behind closed door, comme on dit. C'est-à-dire que les vraies négociations, il y a deux espaces séparés. Vous avez l'espace de la diplomatie et l'espace de la société civile. Donc les processus pour y participer sont extrêmement lourds, contraignants. Et quand on est là-bas, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous entendent pas, ils n'ont pas du tout envie de nous écouter. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit fondamentalement être réformé. Mais pour nous, c'est important d'y être pour
pour être ensemble. Je voulais, comme je ne prendrai plus la parole, dire juste un mot en ce qui concerne... tout à l'heure, c'était une question très importante sur le fait de devoir faire de réagir. Comment réagir? Est-ce qu'on peut faire des actions illégales? Je dirais qu'il faut passer à l'action, c'est nécessaire pour montrer qu'on existe, pour montrer qu'on est là, comme le font les peuples indigènes. Mais il faut rester dans la non-violence. Et en ce qui concerne le fait de faire des choses illégales, ce qui est légal un jour peut devenir illégal le lendemain. Et c'est ce qui se passe avec les gouvernements. Les gouvernements, que ce soit la France ou ailleurs, peuvent rendre illégal le fait simplement de manifester pour le climat. C'est devenu très difficile de manifester en France, mais il faut passer à l'action. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc je vous invite à le faire. Et je voulais vous dire aussi que le film que je termine, qui s'appelle Amazonie, cœur de la terre-mère, que je fais avec la princesse Esmeralda de Belgique, ça vous comprendrez pourquoi. Il est fait pour vous, donc n'hésitez pas à m'inviter pour une projection dans vos écoles. Je serais vraiment très intéressé pour le faire. Voilà. En contactant Planète Amazon si vous le souhaitez. Merci. Donc vraiment, merci à tous en premier lieu. Merci donc à nos 4 invités exceptionnels. Un grand merci à vous pour votre enthousiasme. Si je me faisais une réflexion, enfin, vous voyez, c'est un débat fascinant qui aurait pu intéresser tout le monde, mais il était dédié à la jeunesse. Donc c'est vous, en fait, qui sont les récepteurs de ce message. Et j'espère que dans votre parcours, en fait, cette discussion vous marquera. Il y aura un jour où il y aura un déclencheur. Et je voudrais me lever pour remercier ces représentants des peuples autochtones qui sont là avec nous, mais aussi tous ceux donc, qui ont résisté. On parle de résistance des peuples, ils sont encore là aujourd'hui. Donc les remercier, les applaudir, parce que comme le pensent les peuples autochtones, et je le pense aussi en fait, les bonnes énergies entraînent les bonnes énergies, les bonnes intentions entraînent les bonnes intentions. Et en tout cas, moi je souhaite marquer mon intention et j'invite ceux qui souhaitent m'accompagner à me lever pour eux et applaudir en hommage aux peuples autochtones et à votre alliance. Merci. Merci à tous, une excellente journée. Merci infiniment. Alors, je vais reprendre mon micro. Madame Osvik, je ne sais pas si aux interprètes aussi, la traduction a été fantastique. Merci à vous à distance, c'était un plaisir, on a aimé être avec vous, mais vos propos étaient tellement riches et c'était important de les partager avec cette jeunesse. Merci, au plaisir de vous rencontrer à une prochaine occasion. Au revoir et belle journée à vous avec tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Have a nice day.